Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, vous regardez Pour Info, 45 minutes de débat, pour mieux comprendre ensemble un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse aux loyers perçus par les propriétaires et puis aux loyers payés par les locataires. Évidemment que c'est la même chose, mais ça n'est pas le même point de vue, bien sûr. Alors, une réforme fiscale portant sur les loyers perçus, justement, est en préparation, mais elle ne vient pas, cette réforme. Il y a des bonnes raisons qui expliquent qu'elle ne vienne pas. Les propriétaires ne sont pas forcément prêts à voir les loyers qu'ils perçoivent plus taxés qu'avant, puisque c'est de ça dont il est question. Les loyers, c'est une niche fiscale jalousement gardée, disent certains, au sujet de la Belgique. En tout cas, ce projet de réforme n'est qu'en préparation, pas de projet de loi à ce stade, mais c'est un des nombreux dossiers que le gouvernement De Croo s'est juré de clore avant la fin de la législature, autant dire demain, puisque ce sera d'ici 2024. Donc, et les locataires, dans tout ça, une telle réforme ne risque-t-elle pas tout simplement de faire augmenter le prix des loyers, puisqu'on taxerait plus les loyers perçus? Et puis dans l'immédiat, il y a l'inflation qui est bien réelle. Faut-il plafonner l'augmentation des loyers ou bien laisser les propriétaires, comme ils ont le droit de le faire, à l'anniversaire du bail, augmenter d'environ 8% le prix du loyer? Ce qui pourrait sembler légitime, mais ce qui pourrait rompre aussi la relation entre un bailleur et le locataire. Voilà, on va parler de tout ça pendant les 45 minutes que durera cette émission, avec notamment Jérôme Noël. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Vous êtes avocat fiscaliste pour le cabinet Tetra Law. À vos côtés, Thibaut de Menten, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes coordinateur de la SBL Loyer négocié. Éric Matet est en face de vous. Bonjour. Bonjour. Merci également de vous être rendu disponible. Alors vous êtes président du SNPC, le syndicat national des propriétaires et copropriétaires. On peut parler de Bruxelles et plus généralement peut-être ensuite de cette réforme. En tout cas, j'ai l'impression que les politiques qui sont menées et les tentatives de revoir un peu le fonctionnement de la location et de la relation entre le locataire et le bailleur, vous le vivez, semble-t-il, si j'ai bien compris, comme une série d'agressions quand même. Effectivement, depuis la mise en place de ce gouvernement à Bruxelles, nous avons systématiquement des attaques et des agressions contre les propriétaires privés, le marché locatif privé. Différentes ordonnances ont déjà été votées par le Parlement bruxellois, notamment en matière de loyers abusifs, de création d'une commission paritaire locative, une ordonnance sur la discrimination dans le logement. Et maintenant, sur la table, il y a des discussions, un avant-projet d'ordonnance sur l'interdiction d'expulsion pendant la période hivernale. Ça n'a pas encore été voté, c'est en discussion, nous y sommes totalement opposés. Vous voulez pouvoir expulser un locataire qui, pour le coup, ne payerait pas à n'importe quel moment de l'année, quoi. Exactement, à n'importe quel moment de l'année. Alors pourquoi interdire d'expulser pendant la période dite hivernale, alors que tout le monde sait qu'on vit un changement climatique, que les hivers que nous avons connus ces dernières années, ce ne sont plus des hivers comme on les a connus il y a 10-15 ans. Ce sont des hivers doux. Vous dites qu'il fait plus si froid, on peut mettre les gens à la rue en plein mois de décembre, quoi. Écoutez, il suffit de voir les statistiques de l'IRM pour se rendre compte que parfois au mois de décembre, il y a des températures entre 10 et 15 degrés. Voilà. Et Thibaut de Menten, attendez, je suis pas certain. Je voudrais ajouter quelque chose. Alors, avec ces changements climatiques, pourquoi ne pas dire on interdit d'expulser pendant la canicule? On a compris l'argument. Voilà. Je suis sûr que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. La trêve hivernale, ce serait quelque chose que vous accueilleriez plutôt favorablement, j'imagine. La question de la trêve hivernale n'est probablement pas le point le plus central de ce projet d'ordonnance. Nous constatons aujourd'hui que seulement que quand un propriétaire demande au juge de mettre un locataire dehors, seulement 60% des locataires sont présents aux audiences, 30% des locataires se défendent tout seuls et 10% des locataires font appel au service d'un avocat. Ça nous semble vraiment une situation dramatique qu'il faut pouvoir corriger parce que non seulement le droit à l'accès à la justice et le droit au logement sont menacés dans ce cas-là. Et donc, permettre, comme le projet d'ordonnance le prévoit, des délais supplémentaires avant
que le locataire et le bailleur se retrouvent devant le juge pour permettre à chacun de défendre ses droits est un élément fondamental. Parce que je pense que dans la majorité des cas, les torts sont partagés et que bien souvent, quand il y a une expulsion qui est décidée, qui est effective, le logement n'est pas tout à fait correct, le loyer est parfois ou même souvent abusif et que donc il faut pouvoir laisser l'occasion aux locataires de faire valoir leurs droits à cette occasion-là. Et peut-être qu'une dette n'est finalement pas tout à fait avérée. Là, parce qu'un juge pourrait Éric Vattet, pour le coup, de troubles d'indemnité pour trouble de jouissance, parce que le logement n'est pas en l'état. Je comprends bien. Maintenant, c'est vrai que ça peut servir de justification générale, de dire, voilà, logement indécent, donc on ne paye plus. Évidemment que ce type d'argument, vous ne l'acceptez pas, d'autant que ce qui vous chiffonne encore plus, c'est la révision de la procédure pour introduire une requête auprès du juge de paix. Les timings deviennent de plus en plus long pour pouvoir obtenir gain de cause quand on est propriétaire et qu'on veut effectivement expulser un locataire qui ne payerait pas. C'est ça, hein. Alors, effectivement, ce que M. de Menten ne dit pas, c'est que lorsqu'un propriétaire doit introduire une action devant le juge de paix, c'est dans 90% des cas parce que son locataire ne paye pas. C'est pour des impayés de loyer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il demande? Le propriétaire demande au juge de paix de condamner le locataire à payer les loyers impayés, bien sûr, mais il demande aussi la résolution du bail et, dans la foulée, l'expulsion du locataire si finalement il n'y a rien qui est payé. Donc, il faudrait quand même relativiser ce que vous dites, M. de Menten. Donc, je voudrais ajouter aussi que dans ce projet d'ordonnance, la région bruxelloise se permet de modifier le code judiciaire qui est une compétence fédérale. Parce que dans le code judiciaire, il y a tout un chapitre sur l'introduction d'actions judiciaires devant le juge de paix, où il y a des délais qui sont fixés. Eh bien, ici, dans ce projet d'ordonnance, la région bruxelloise considère qu'on écrase les délais et on les augmente. Au lieu d'une fixation sous 8 ans, ce sera une fixation après 40 jours. C'est ça. Donc avant, c'était 8 jours, maintenant c'est 40 jours. Donc vous perdez éventuellement Absolument. aussi un loyer en plus que vous ne pourrez pas réclamer. Alors si j'ai bien compris, vous considérez que c'est une violation du droit de propriété. Par ailleurs, il est quand même prévu qu'il y ait une sorte de pot commun. C'est assez nébuleux, effectivement, qui permettent, dans ce temps de latence de la justice, de vous indemniser un peu. Est-ce que ça vous rassure, ça ? C'est déjà une petite avancée, mais nous ne sommes pas rassurés parce que dans l'arrêté d'exécution de l'ordonnance, il est marqué sous réserve des fonds disponibles. Donc une fois que ce fonds, il n'y a plus de sous dedans, il n'y a plus d'indemnité pour les propriétaires. Oui, c'est effectivement ce que j'avais vu et qui me semblait interpellant en tout Absolument. cas. D'où viennent les fonds pour indemniser effectivement ceux qui ne perçoivent plus les loyers. Vous souhaitiez réagir ? Mais oui, mais je pense que là-dessus, on pourrait tout à fait se mettre d'accord. Hein. Cette période hivernale, elle est importante aussi, parce que les solutions de relogement ne sont quand même pas indéfinies. C'est clairement aujourd'hui, les CPS ont des difficultés à trouver des solutions de relogement quand il y a une expulsion. Et donc il faut éviter que des personnes soient à la rue. Moi, j'entends que la région bruxelloise se propose d'indemniser le bailleur et donc de payer le loyer aux propriétaires pendant cette période hivernale. Il faudrait effectivement le loyer faire et les sauter charges. Le loyer et les charges. Le loyer, ok, mais donc pour l'instant c'est le loyer. Sans doute que le locataire devrait continuer à payer à minima les charges. Toute la question de savoir comment la région va essayer de récupérer ces montants-là auprès du locataire reste ouverte. Mais moi je n'ai aucune difficulté à plaider avec M. Mathé pour que cette clause dans la limite des budgétaires du fonds soit sautée et que le gouvernement assume jusqu'au bout, indépendamment des disponibilités budgétaires du fonds, les engagements qu'ils prennent. On va très vite passer à la dimension fédérale, mais c'est intéressant quand même, la dimension bruxelloise qui vous occupe. Vous m'avez dit en préparant cette émission que selon vous, si on arrive à déterminer qu'il y a une stratégie dans la majorité bruxelloise, ce serait celle, disiez-vous, de socialiser les loyers, c'est-à-dire de plus faire correspondre les loyers au bien et à sa valeur, mais bien au niveau de vie des personnes qui l'occupent. Et ça, c'est pas quelque chose que vous accueillez volontiers. Absolument pas. Si vous avez un appartement dont la valeur locative vaut, 850 €, il est exclu totalement de dire
le locataire que je prends, il a des faibles revenus et donc je dois le louer à 400 €. Ça, c'est exclu, c'est vraiment Et invraisemblable. vous pensez que c'est la mentalité qu'il y a derrière bien toutes sûr. les Bien réformes sûr. qu'on est Bien en train sûr. d'égrener? D'ailleurs, lorsque, au niveau de la commission consultative du logement dans laquelle je siège, il y a des intervenants autour de la table, ils le disent clairement, c'est ça, c'est le but à atteindre. C'est le but à atteindre. Alors, je voudrais revenir un petit Je vous en instant prie. sur ce que C'est un M. de débat. Menten a dit. Les CPAS éprouvent des difficultés énormes pour reloger des personnes qui ont été condamnées et qui sont en voie d'expulsion. Je voudrais quand même rappeler qu'au niveau du parc immobilier de logements sociaux, il y a environ 40 000 logements sociaux à Bruxelles. Il y a 4 600 logements sociaux qui sont vides actuellement. 4 600. Voilà. Alors, qu'on ne me dise pas qu'il y a des difficultés pour reloger des personnes qui sont en procédure d'expulsion. 4 600 logements vides. Ok, je voudrais parler une dernière fois de ces expulsions, mais avoir votre point de vue à tous les deux, sans surjouer l'opposition, même si on a bien compris que, et c'est la richesse de ce débat, vous incarnez des points de vue différents. De votre point de vue, comment ça se passe, une expulsion? C'est quoi, concrètement? Une expulsion, c'est d'abord un échec. Et je pense que si les locataires faisaient mieux valoir leurs droits devant la justice de paix, grand nombre d'expulsions pourraient être évitées. La majorité des expulsions qui sont effectuées proviennent de jugements qui ont été apportés soit par défaut, soit parce que le locataire va devant le juge tout seul, sans avoir eu l'occasion de se faire accompagner, défendre par un avocat. 10% seulement des locataires convoqués devant la justice de paix disposent de services d'un avocat. C'est une proportion d'une faiblesse dramatique. J'ai bien compris la lecture sociétale que vous faites. Je posais une question beaucoup plus concrète. Comment ça se passe, l'expulsion, concrètement, une fois qu'elle a été actée et jugée comme telle? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il y a toujours l'intervention d'un huissier. Ça, l'huissier a pour mission de signifier le jugement. Ensuite, il fait un commandement à payer au locataire. Et puis ensuite, s'il n'y a pas de paiement, eh bien, il va envoyer un avis d'expulsion. Je ne connais pas le terme exact. Peut-être que Maître Noël pourra me le repréciser, mais soit. Et donc, l'huissier prévient les locataires qu'ils vont être expulsés à une date précise. Alors, lors de l'expulsion, qui vient sur place? L'huissier, bien sûr. Il est accompagné de déménageurs, il est accompagné d'un serrurier et il est accompagné de la police. Et donc, il y a une coordination qui est faite par l'huissier avec les différents corps que je viens de vous citer. Et puis, au jour venu, eh bien, il débarque sur place et ils expulsent. Voilà, ils expulsent. Il procède à l'expulsion. Voilà. Si le locataire est présent et qu'il ouvre la porte, le serrurier peut rentrer chez lui. Oui. Si le locataire est absent, le serrurier Change la serrure. ouvre d'abord la porte, et puis après, avec la présence de la police, pour qu'il y ait, pour qu'on constate un constat, exactement. Et puis alors, les déménageurs interviennent, ils vident tout et ils embarquent. Je ne sais pas où ils les emmènent, mais bon, voilà, et ils embarquent. Et l'appartement est libéré. Ok, très bien. Bon, on imagine que c'est un drame humain, c'est aussi un échec, évidemment, pour le bailleur. Personne ne se réjouit de ce type de situation. Avant de venir au volet fédéral précisément, à Bruxelles, est-ce qu'on peut encore revenir sur ce terme que vous avez utilisé tout à l'heure, loyer abusif? De quoi vous parlez? Vous parlez de ces 30 000, de ces 30 000 biens immobiliers qu'on loue. On appelle ça certaines fois des biens gérés par des marchands de sommeil. Je crois que vous n'aimez pas ce terme. Alors, qu'est-ce que vous dites exactement quand vous dites qu'il y a des loyers abusifs? Ok. Sur la question des marchands de sommeil, en effet, c'est une définition qui relève du code pénal, qui est très précise. Et effectivement, les marchands de sommeil sévissent à Bruxelles. De ce côté-là, on souhaiterait que le parquet en fasse un peu plus une priorité d'action, on plaît dans ce sens depuis longtemps. Mais il ne faut pas confondre cette notion-là et la notion de loyer abusif qui a tendance à augmenter ces dernières années. On pense qu'en 30 000 à 40 000 logements seraient concernés. Et le constat, il est en fait assez clair. On les loue trop cher, quoi, on les loue par trop rapport au cher, marché, c'est ça. Et il faut bien comprendre, je pense, que quand on parle du secteur locatif privé, il y a plusieurs marchés. C'est un marché qui est très, très fort segmenté. Et on a pu apporter la preuve statistique qu'à Bruxelles, quand la qualité du logement
baisse, le loyer monte. Donc si je prends un exemple pour un appartement 3 chambres en prenant des prix qui datent un petit peu, on a donc si un logement présente d'excellente qualité, cet appartement va être loué à 1 000 €. Si les qualités deviennent bonnes, le prix descend à 850. À partir du moment où les qualités sont moyennes, on descend à 800. Quand les qualités deviennent modestes ou médiocres, on redescend à 750. Et quand les qualités sont franchement mauvaises, le prix remonte à 800 €. À quoi on peut l'attribuer, ce phénomène très étrange? C'est d'abord dû à une pénurie de logements de base et modeste. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, il faut pouvoir en augmenter l'offre. Et je constate qu'aujourd'hui, la production de logements est plutôt centrée sur le haut de la gamme que sur le segment locatif modeste. Donc, il y a un enjeu de réorienter une production neuve de logements sur Ça ce rapporte segment-là. moins, j'imagine que c'est vraiment très, très important de pouvoir le faire. Parce que tant qu'il y aura pénurie, il y aura des abus. Et les abus, ils viennent d'où ils viennent, mais simplement que des locataires, parce qu'ils ont une origine, ils subissent des discriminations liées à l'origine parce qu'ils ont des faibles revenus, mais se font évincer des multiples candidatures qu'ils peuvent adresser sur ce segment de qualité modeste. Et à un moment donné ou à un autre, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter de conclure un contrat pour un logement qui présente de très mauvaise qualité à un prix qui ne le reflète pas. D'où cette nécessité de mettre en œuvre l'ordonnance loyer abusif qui prévoit effectivement, d'une part, que si le loyer dépasse de 20% la grille de référence, le loyer est présumé abusif, mais surtout, dès lors que même un loyer ne dépasserait pas cette grille, mais le logement présenterait des défauts de qualité, et on parle là d'absence de compteur électrique individuel, d'absence de système de chauffage, de sanitaire digne de ce nom, donc de pièces réservées, spécifiquement réservées aux sanitaires. Il faut que, en effet, le loyer, en quelque sorte, le loyer demandé par un propriétaire qui n'a pas investi dans son logement soit proportionné. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, non seulement les loyers ont augmenté de 20% ces dernières années, mais la qualité, le problème se pose quand la qualité n'a pas suivi en parallèle. C'est très clair. Alors, je rappelle que quand même, vous faites référence principalement à la situation bruxelloise, qui est particulière, parce que la ville de Bruxelles, on le sait, se densifie, et donc ça intensifie les problèmes que vous évoquez. Mais ceci dit, dans les études de loyer qui ont été faites par le Centre pour l'habitat durable en Wallonie, très clairement, à Charleroi, le fait d'avoir un vieux chauffage augmente. Donc le fait d'avoir un vieux convecteur à gaz augmente le prix du loyer demandé. C'est ce qui est Cela étant dit, on va parler dans la deuxième partie de la taxation des loyers perçus et donc prendre une dimension peut-être un peu plus fédérale. Mais merci en tout cas d'avoir éclairci vos points de vue. On continue tout de suite après la pub. À tout de suite. Vous regardez toujours l'émission Pour Info et vous avez bien raison, on s'intéresse aujourd'hui au loyer perçu par les propriétaires, au loyer que les locataires payent. C'est la même chose, mais ça n'est pas le même point de vue. Alors justement, question de point de vue, maître Jérôme Noël, avocat fiscaliste, je le rappelle, les propriétaires, pour l'instant, sont soumis à une fiscalité plutôt douce pour ce qui est des loyers perçus. Ça va dépendre de la qualité du propriétaire et de sa qualité de bailleur, mais monsieur et madame tout le monde qui loue son appartement ou une maison à monsieur et madame tout le monde va bénéficier d'un traitement fiscal qui est plutôt avantageux et qui est basé sur la notion de revenu cadastral. Revenu cadastral qui est une estimation, un revenu annuel net moyen pour ce type de bien qui est mis en location et qui est déterminé par l'administration, l'ancienne administration du cadastre, l'administration générale de la documentation patrimoniale. Ce revenu cadastral, il sert de base d'imposition au loyer perçu par le propriétaire, qui n'est donc pas imposé sur les loyers réels. Oui, on pourra revenir au problème que pose ce revenu cadastral, qui est une norme à la fois régionale et fédérale. Ok, mais vous parliez de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire, si j'ai bien compris que, voilà, effectivement, il y a une fiscalité assez douce quand on loue un ou plusieurs biens dans lesquels on a investi pour mettre du beurre dans les épinards ou pour s'assurer une pension, mais que le fisc
fait en sorte quand même régulièrement de déterminer qu'il s'agit plutôt de revenus professionnels et que ça devient une profession, le fait de louer des biens. Et alors, la taxation change complètement, si j'ai bien compris. Exactement, donc c'est un des points, un des viseurs du fisc, ce sont les fameux multipropriétaires dont on ne connaît pas la définition exacte, puisque on peut avoir 3 biens mis en location et se retrouver confronté à un fonctionnaire qui estimerait qu'il s'agit d'une profession, une activité professionnelle de location de ces biens, comme on peut se retrouver avec des multipropriétaires qui ont plusieurs dizaines d'unités et qui ne sont absolument pas inquiétés et qui, s'ils ont un contrôle, s'en sortent plutôt bien. Il y a plusieurs critères que l'on essaye de définir sur base de la jurisprudence et des différents cas que l'on voit passer, qui sont le nombre d'unités, mais ça, on vient de le dire, ce n'est pas vraiment un critère très fiable. Il y a aussi le niveau d'endettement du propriétaire et surtout son activité professionnelle. Est-ce qu'il est actif dans le milieu, dans le secteur immobilier ou non? Est-ce qu'il passe beaucoup de temps à s'occuper de son bien, etc. Ça peut déterminer si ça en fait une profession. Est-ce qu'il a d'autres revenus professionnels par ailleurs qui permettent de justifier qu'il s'agit en réalité non pas d'une activité professionnelle, mais d'un placement de bon père de famille comme on l'aime. Bon, j'imagine que le fisc vous tombe dessus à un moment en disant attention, monsieur ou madame, ça a l'air d'être une activité professionnelle, on conteste, on passe devant le juge. Vous sembliez dire, dites-moi si je vous ai mal compris, qu'à partir de ce moment-là, comme la jurisprudence est floue et que vous essayez vous-même de clarifier les choses, tout dépend de la sensibilité du juge, au fond, pour déterminer si effectivement on est un bailleur ou un bailleur professionnel. La sensibilité du juge, elle se retrouve dans chaque affaire qui lui sont soumises. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a certains juges qui vont être plutôt sensibles aux multipropriétaires, entre guillemets, et d'autres qui le seront moins. D'où cette difficulté, mais c'est la même chose dans beaucoup de domaines du droit, cette difficulté d'avoir une vue très claire, en tout cas sur cette notion de multipropriété. Oui, Éric Mathey, justement, sur cette limite floue, là, qui est inconfortable, qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que la limite soit aussi floue, parce que les différents arrêts rendus par les cours d'appel du pays montrent quand même que certaines personnes ont vraiment abusé du système et effectivement... Et de la fiscalité douce qui va avec, on est d'accord. Oui, et que la Cour d'appel a quand même remis l'église au milieu du village en disant, avec le cas qui m'est présenté par l'administration fiscale, oui, il s'agit de revenus professionnels. Et je vais prendre un exemple rendu par la Cour d'appel de Bruxelles il y a de cela quelques années, en 2015 ou 2016, où nous avions le cas d'un chômeur indemnisé qui avait acheté 10 biens immobiliers, qui les avait rénovés, qui les mettait en location. Et là, l'administration fiscale a dit « Stop, non, c'est pas possible, ce sont des revenus professionnels ». La Cour d'appel a donné raison. Pourquoi? Parce que cette personne, chômeur indemnisé, avait contracté de nombreux emprunts pour acquérir les 10 biens immobiliers en question, les avait rénovés lui-même, les avait revendus, les avait loués, etc. Et donc, manifestement, on ne se trouvait plus dans une gestion normale de bon père de famille, mais on se trouvait plutôt dans une activité professionnelle. C'est très clair. Vous avez aussi des personnes qui ne sont pas chômeurs et qui ont même des revenus professionnels très confortables, qui se retrouvent confrontés au problème. Donc, oui, exactement. C'est pas des cas, mais c'est pas ça. Il y a ce projet de réforme, de la fiscalité, notamment des loyers perçus. Qu'est-ce que ça contient dans les grandes lignes, disons? J'imagine que la fiscalité serait moins douce si jamais c'était mené à bien. Et on est très peu sûr, même si des bouts du projet ont fuité, que ce sera mené à bien avant la fin de la législature. Alors les bouts qui ont fuité, ce sont visiblement 2 pages du Conseil supérieur des finances dans lesquelles on invoque la taxation des loyers réels et donc plus sur base du revenu cadastral. Il faut savoir que la Commission européenne suggère à la Belgique, ou en tout cas invite la Belgique à réagir rapidement et à faire une grande réforme fiscale assez rapide. Pourquoi on toucherait au loyer réel? Parce que ce que l'on prend d'un côté, c'est pour... En tout cas, théoriquement, où la volonté politique est de le rendre de l'autre. On essaye, et ça c'est vraiment un des points, le point majeur de la réforme qui est attendue, c'est la réduction de la fiscalité sur les revenus professionnels, ce qui impliquerait d'aller récupérer de l'argent ailleurs. La taxation des loyers réels est un des moyens avancés, c'est un des moyens préconisés par la Commission européenne. Ça se retrouverait dans cette fameuse 2 pages du Conseil supérieur des finances. Et je lisais ce matin dans la presse que le ministre des Finances aurait convoqué non seulement le SPF Finance, mais également le groupe d'experts qu'il avait mandaté et mis
mis en place pour cette grande réforme fiscale début juillet pour discuter des grandes lignes de cette réforme. Donc c'est assez difficile d'en parler maintenant, mais il est clair que la taxation des loyers réels en fait partie, avec beaucoup d'interrogations. Quelle sera la base d'imposition? On parle des loyers réels, mais est-ce qu'on va pouvoir déduire les frais réels que l'on supporte sur ces biens que l'on met en location? Ces frais réels, lesquels seront acceptés? Est-ce que ce seront uniquement les frais de rénovation, par exemple, ce qui impliquerait d'avoir des factures et ça pourrait être potentiellement bénéfique pour toute la rénovation? Oui, surtout que c'est un projet de rénover le parc immobilier et de mettre fin aux passoires énergétiques. Si je résume votre propos, donc c'est la volonté du ministre Van Petegem, c'est un peu nébuleux ce projet, mais l'idée ce serait peut-être de moins peser en termes fiscaux sur le travail et puis voilà, de déceler peut-être pas seulement cette niche-là, mais certaines niches fiscales et prendre l'argent pour moins peser sur le travail. A priori, c'est louable et si en plus on déduit les frais réels pour qu'il n'y ait plus de passoires énergétiques, ça pourrait peut-être au final équivaloir aux mêmes sommes, c'est juste la taxation qui aurait changé. Ça c'est encore très, très peu précis. C'est très peu précis. Est-ce que si on accepte tous les frais réels, est-ce que la base d'imposition sera toujours aussi importante que celle qui est prévue maintenant grâce au revenu cadastral? Est-ce que les recettes fiscales attendues seront aussi importantes? Ça, je ne suis pas économiste, je ne peux pas vous le dire, mais ça va être un des points de discussion. Autre point, c'est quel est le taux d'imposition qu'on va appliquer à ces loyers réels? Est-ce qu'on va les soumettre, comme c'est le cas maintenant, au taux progressif par tranche, qui s'applique aussi aux revenus professionnels et qui sont presque plus progressifs en réalité, puisque avec très peu de revenus, on est déjà imposé à plus de 40, 45 ou 50%. Ou est-ce que l'on va prévoir un taux distinct pour ces revenus locatifs? Ça, c'est encore un autre point que je suppose, qui sera discuté, je suppose, par le... Tous ces mystères font que, d'un certain point de vue, les propriétaires pourraient se dire « Allez, pourquoi pas, si au fond vous êtes taxé de la même façon, mais que juste on prend en compte les loyers perçus bien sûr, mais aussi les dépenses occasionnées par le bien. Mais vous êtes d'accord pour dire que peut-être il y a une fiscalité douce, j'y reviens, sur les loyers et qu'on pourrait la revoir pour moins peser sur le travail. Ça peut s'entendre, ça. Alors, nous sommes ouverts, bien sûr, à la discussion, nous l'avons toujours dit. Mais quand on parle de taxation des revenus locatifs réels, il faut ajouter derrière net de charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque propriétaire va devoir effectivement tenir une petite comptabilité en disant, ben voilà, durant l'année X, eh bien, j'ai payé mon assurance, j'ai eu ceci, c'est ça, et il va pouvoir déduire tout cela. Taxation des loyers réels veut dire aussi, si le bien est vide, il n'y a pas de loyer réel qui rentre, il n'y aura donc pas de taxation. Si votre locataire est défaillant et qu'il ne paye pas, eh bien, il n'y aura pas de rentrée, il n'y aura pas de loyer perçu, il n'y aura pas de taxation. Alors, ce débat sur les loyers réels à taxer, il remonte déjà à la fin des années 1990, du temps où Philippe Maystadt était encore ministre des Finances. Il a fait réaliser par son département une étude en 1995-96 et cette étude a démontré que taxer les loyers réels allait avoir un effet inverse à celui escompté, à savoir qu'il y aurait moins d'argent qui rentrerait dans les caisses de l'État qu'avec le système que l'on connaît aujourd'hui et qui existait déjà en 1995, à savoir une taxation sur base d'un revenu cadastral indexé multiplié par 1,4. Voilà. Donc, très bien. Donc le système forfaitaire que l'on connaît aujourd'hui, que votre bien soit inoccupé, que votre locataire ne paye pas, eh bien, vous serez toujours taxé sur quelque chose. C'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État de façon assez régulière. Exactement. Et donc, si demain, on passe à une taxation réelle des loyers nets de charge, il va falloir tenir des tableaux, rentrer dans sa déclaration fiscale les loyers perçus, les dépenses exposées. Tout ça, ça va donner lieu à des contrôles fiscaux. L'administration fiscale est déjà en manque de personnel. Qui va faire ces contrôles fiscaux ?
Qui va le faire? C'est un autre problème. Alors, c'est très bien de dire on veut vouloir taxer les loyers réels nets de charges si dans un autre volet, il faut engager 500 fonctionnaires. En tout cas, c'est très clair. Vous êtes très doué pour exposer l'un après l'autre tous les freins et vous-même exposez très bien tout le flou qui entoure cette réforme et on comprend pourquoi ça ne passe pas. On a du mal à comprendre pourquoi le ministre en charge s'acharne et peut-être participe à faire fuiter des infos dans la presse ou en tout cas nous dit qu'il continue de préparer ce dossier. Il y a aussi une crainte du point de vue des locataires, c'est que si on se mettait à taxer les loyers perçus et que si effectivement ça devenait plus lourd pour le propriétaire, alors il y aurait un effet délétère aussi sur les loyers qui pourrait augmenter. Ce qui veut dire que ce projet de loi nébuleux, dont on ne sait pas grand-chose, trouve au fond peu d'alliés. Il ne trouve pas non plus vraiment un allié en la personne des locataires. Bon, alors, au niveau cette question-là, je pense que c'est d'abord une question de justice fiscale, hein. Très certainement. Et de ce point de vue-là, le revenu cadastral est quand même une notion complètement anachronique. Et donc, en réviser la base tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions, d'ailleurs, qui ont déjà la possibilité de le faire. Hein. Les régions ont la possibilité de substituer au revenu cadastral une autre base pour leur impôt foncier régional et communal. Pour le précompte immobilier. Oui, parce que ce revenu cadastral, juste qu'on dise bien, ça date de quand? Des années... Il a été revu la dernière fois en 1975. C'est ça, c'est très vieux. 1975. Donc, on revoit les sommes. Il devait être évidemment. revu tous les 10 ans par une péréquation générale qui n'a jamais eu lieu depuis cette année-là. Oui, mais la péréquation a été remplacée par l'indexation. Et aujourd'hui, au niveau de l'indexation, vous pouvez déjà dire, vous prenez votre revenu cadastral non indexé, l'indexation est de l'ordre de 1,9, donc vous multipliez par 2. Donc de 1 000 euros, vous passez à 2 000 euros et vous multipliez encore par 1,4. Ok. Donc, c'était juste un point pour comprendre combien c'était daté et illustrer votre propos. Dire, c'est qu'une révision de cette base pourrait permettre de restaurer une forme de progressivité de cet impôt mal nommé précompte immobilier. C'est un chantier gigantesque qui suppose avoir des données sur les caractéristiques du logement, mais actualiser les critères sur base desquels le loyer est estimé aujourd'hui en région bruxelloise, non seulement l'actualiser, mais aussi l'adapter en fonction des réalités bruxelloises, c'est un enjeu pour les prochaines années. S'agissant du fédéral, moi je pense qu'une taxation des loyers réels serait bénéfique. Je pense qu'il faut pouvoir aussi prévoir... Malgré le risque que ça fasse gonfler les loyers. Mais ça, je veux dire, aujourd'hui, on le sait, le problème, c'est que les loyers augmentent sans que la qualité ne suive en parallèle. Et donc, moi, je trouve que ce serait intéressant de pouvoir... Oui, un cadre qui soit favorable aux investissements. Donc, prévoyons effectivement la possibilité de déduire des frais de rénovation, donc sur base de factures. Il y a aussi des enjeux sur le marché du travail, avec la lutte contre le travail au noir et des pratiques comme celle-là. Donc des factures s'agissant des frais de rénovation et un forfait pour des frais d'entretien. Prévoyons, parce que c'est pas dans l'intérêt du locataire qu'un bailleur ne continue pas à entretenir son bien. Mais faisons bien cette distinction entre la notion de l'entretien annuel et des frais de rénovation. On aura l'occasion de faire dans la troisième et dernière partie de cette émission, puisque le temps file vite, une autre distinction. On parlera en gros de l'indexation des loyers sur base de l'inflation qui frappe tout le monde. Que doit-on faire? Limiter l'indexation des loyers ou la corréler à l'inflation? Vaste sujet, gros débat. On attaque ce débat juste après la pub. À tout de suite. Vous regardez toujours l'émission Pour Info et vous avez bien raison, bienvenue si vous nous rejoignez. On s'intéresse aux loyers, les loyers perçus par les propriétaires et ceux que les locataires payent. C'est la même chose bien sûr, mais ça n'est pas le même point de vue. En tout cas à Bruxelles et également en Wallonie, une partie de la majorité souhaite plafonner l'indexation des loyers à 2%, bloquer à 2% l'augmentation annuelle des loyers, alors qu'on pourrait a priori, étant donné l'inflation en ce moment, atteindre les 8% d'augmentation. Les propriétaires auraient le droit de le faire. J'imagine que là, on va revenir au début de l'émission, c'est-à-dire à une forme d'opposition des camps, mais des arguments. C'est l'occasion de comprendre quels sont les enjeux pour vous. J'imagine que limiter l'indexation des salaires, justement, des loyers à 2%, vous y êtes favorable? Oui, très certainement, comme règle générale. Et on pense que les loyers des passoires énergétiques ne devraient pas
faire l'objet d'aucune forme d'indexation parce que c'est tout simplement impossible aujourd'hui pour un locataire qui subit une explosion de sa facture d'énergie et en plus demain peut-être si les mesures de protection ne sont pas prises par la région, une explosion des loyers, à un moment donné ou à un autre, ce sera tout simplement impossible de mener une vie conforme à la dignité humaine. Pour déterminer ça, on se baserait sur le PEB alors tout simplement. Oui. C'est ça, et donc on ne peut pas indexer un bien, et on sait qu'à Bruxelles, ils sont nombreux, qui effectivement ne respectent pas les normes, n'est pas soit dans la case A, soit dans la ligne B du PEB. Ce serait quelque chose comme ça. Donc, et quand on est au-dessus, A ou B du PEB, alors là, on peut indexer le loyer. Ça peut éventuellement se discuter. Si effectivement un logement A ou B présentait des frais d'entretien plus importants que d'autres, pourquoi pas dans ce cas-là... des frais très liés à l'inflation, hein, parce que les matières premières, rénover, tout ça, c'est très lié à l'augmentation. Oui, mais je parle bien des frais d'entretien. Parce que s'agissant de rénover un bien, eh bien là, le loyer peut être réadapté. L'ordonnance, le code du logement, en Wallonie qu'à Bruxelles, permettent à un propriétaire d'augmenter son loyer en cas de rénovation. C'est pour ça que moi, ce que je pense tout simplement, c'est que sur base d'une estimation, on estime de manière générale que maintenir son bien en état pour un propriétaire représente, en ce compris les taxes au niveau communal, au niveau régional, 2 à peut-être 3 mois de loyer. Et donc, moi, je constate que limiter une indexation à 2% permet aux bailleurs de couvrir une augmentation de ses frais d'entretien jusqu'à 8 à 12%. Et donc c'est pour ça que il me semble que le chiffre de 2% comme règle générale me paraît être tout à fait équilibré et ne pas mettre en difficulté un propriétaire dans la possibilité qu'il a et dans les devoirs qu'il a de maintenir son logement en état. Éric Mattel, cette émission n'a pas du tout fonction à vous mettre d'accord sur ce sujet. D'ailleurs, je crois que vous n'êtes pas d'accord. Certainement pas, nous ne sommes pas du tout d'accord. Et effectivement, le gouvernement bruxellois socialiste écolo, donc bien à gauche, a décidé de faire payer par les bailleurs privés la crise d'inflation que nous connaissons en tentant de limiter cette indexation à 2%. On ne voit pas pourquoi, parce que les bailleurs ne sont pas responsables de la crise d'inflation que nous connaissons. Les bailleurs ne sont pas responsables de l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité et du mazout. Voilà. Donc il y a donc des conventions, un contrat de bail qui prévoit une indexation. L'indexation est momentanément élevée pour l'instant, mais je vous invite quand même à prendre connaissance des perspectives économiques qui ont été publiées par la Banque nationale il y a une dizaine de jours et qui dit que l'inflation va se ralentir d'ici la fin de l'année et qu'en 2023, elle ne sera plus que de l'ordre de 3% et qu'en 2024, elle retombera. Et c'est pas à ce moment-là que les loyers baisseront, j'imagine. Ils seront indexés de 3% et ils seront indexés. Ils ne seront pas indexés en négatif. Ils seront pas. Oui, mais c'est arrivé que l'indexation ait été négative par le passé. C'est arrivé en 2009 et c'est arrivé en 2014. Et ça n'a duré que 2 ou 3 mois. Mais bon. À ce moment-là, les loyers ont dû être revus ou indexés à la baisse. Okay, alors, je voudrais dire aussi quelque chose, à savoir que si le gouvernement bruxellois, dont 5 partis, le PS, Vooruit, OpenVLD, Groen et Écolo, 5 partis, font également partie de la Vivaldi, et bien qu'ils aillent plaider aussi au fédéral, pour qu'il y ait une même limitation à 2% des salaires, des pensions et des allocations sociales. Qu'ils y aillent au fédéral plaider. À ce moment-là, nous disons, si il y a une limitation qui doit intervenir, c'est sur tout. Ça va. Je voudrais encore ajouter une dernière chose. Juste quand même, pour pas qu'on oublie l'argument, et je vous laisserai terminer, mais pour pas qu'on oublie l'argument qui a été mis en avant, qui n'entre pas tout à fait en contradiction avec ce que vous dites, mais qui dit, OK, si on a une passoire énergétique, un bien très bas dans le PEB, on sait très bien que la fameuse crise dont personne n'est responsable ici, évidemment, elle va être assumée principalement par le locataire qui,
parce que le propriétaire n'a pas fait ce qu'il fallait et a laissé son bien dans un sale état, va payer le différentiel par des factures de gaz qui explosent. Donc là, effectivement, il y a, de ce point de vue-là, pour les biens en mauvais état qui sont des passoires énergétiques, une indexation majeure qui peut se faire. Il n'est pas normal que le prix de l'énergie revienne complètement sur le dos du locataire. Dans ce cas très précis, vous comprenez l'argument. Alors, je le comprends, mais c'est un argument que je vais retourner contre M. de Menten. Imaginez, j'ai un appartement ou un bien pour lequel j'investis, et c'est là encore une fois la Banque nationale qui le dit dans une de ses études, pour faire en sorte qu'on passe d'un PEB F ou G à A ou B, il faut investir entre 35 000 et 50 000 euros dans le bien. Selon le type de bien. Une maison sera 50 000 euros, un appartement sera peut-être 30 ou 35 000 euros. J'ai lu les mêmes chiffres. Bon, dès l'instant où le propriétaire va faire un investissement de 30 000 euros, prenons 30 000 euros, et qu'il veut amortir cet investissement sur 20 ans, par exemple, ça veut dire 1 500 euros par an. Eh bien, il va augmenter son loyer de 125 euros et il aura un beau PEB A ou B. Et puis, M. Menten dit, eh bien, seuls pourront être indexés les biens immobiliers qui ont un bon PEB. Eh bien, le bon PEB va faire augmenter le loyer de 125 euros et au-dessus de cela, eh bien, on va pouvoir indexer de 8 ou de 9% l'inflation actuelle. Donc je vais dire, il y a une sorte de pénalisation, alors que celui qui a un PEB G, eh bien, il serait peut-être pas indexé ou serait limité à 2%. 30 secondes pour réagir. Les prix du marché aujourd'hui ne reflètent pas suffisamment les différences de qualité des logements, en particulier pour la PEB. Donc il faut que les pouvoirs publics prennent des mesures pour permettre de différencier ces prix-là. Et moi j'invite, et ça rejoint aussi le débat sur la question des expulsions, les CPS, les avocats, à utiliser des arguments et des formes de jurisprudence qui existent déjà, à savoir que quand un bailleur n'a pas mis à disposition du locataire un compteur électrique individuel ou quand il n'a pas réalisé de certificat de PEB, le locataire peut demander au juge de paix une diminution du loyer contractuel et ça peut permettre de contribuer à prévenir contre les expulsions. Ce sera le mot de la fin, puisque cette émission arrive à son terme. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous entends dire zut, mais par voie de presse, par exemple, vous pourrez rédiger une chronique que je lirai avec grand plaisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir bien voulu participer à cette émission. L'information continue sur LN24. À demain.